Vers 14 heures d'un après-midi apparemment ordinaire, Rui Pedro Teixeira Mendonça, un garçon d'accent grave peine 11 ans, s'est approché de sa mère avec une demande simple, l'autorisation de faire un tour en voiture avec son ami Afonso Dia. Filomena, avec son instinct maternel en alerte, a refusé la demande et a suggéré à son fils de jouer dans le champ derrière le bureau où elle travaillait. À 18 heures ce même jour, le téléphone a sonné. C'était le professeur particulier de Rui qui l'informait que le garçon ne s'était pas présenté à son cours. La bicyclette du garçon a été retrouvée cachée parmi les buissons dans le champ où il aurait dû être en train de jouer. À partir de ce moment, une recherche désespérée a commencé, qui s'étendrait sur des décennies, le garçon n'étant revu que des années plus tard sur des forums obscurs du web profond. Suivez ce récit pour comprendre comment une simple demande d'un enfant pour se promener en voiture avec un ami s'est transformée en l'une des affaires les plus troublantes du Portugal, impliquant un réseau international de pédophilie, des défaillances alarmantes de la police et une mère qui, même 24 ans plus tard, maintient toujours la chambre de son fils exactement comme il l'a laissé ce jour fatidique de mars 1998. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous pour ne manquer aucune vidéo sur des crimes réels. Rui Pedro Teixeira Mendonça est né le 28 janvier 1987, apportant du bonheur à ses parents, Manuel et Filomena Teixeira. Avec sa sœur Karina, de 3 ans sa cadette, il vivait ce qui semblait être une vie idyllique dans la petite localité de Lousada, dans le district de Porto, au Portugal. C'était un enfant extraordinairement affectueux et joyeux. Sa passion pour les animaux était si intense qu'il a monté une véritable collection d'oiseaux chez lui, devant en distribuer certains à ses grands-parents en raison du manque d'espace. Une fois, sa sensibilité est devenue évidente lorsqu'il a construit une cabane dans un arbre pour un écureuil qu'il avait sauvé, se retrouvant complètement dévasté lorsque l'animal est retourné à la nature le lendemain. Outre son amour pour les animaux, le garçon possédait une créativité qui impressionnait tous ceux qui l'entouraient. Filomena adorait raconter fièrement comment il avait improvisé une antenne de télévision en utilisant seulement une fourchette. Et comme beaucoup d'autres enfants de son âge, Rui Pedro nourrissait de grands rêves, il aspirait à devenir footballeur professionnel en grandissant. En 1995, un homme de 21 ans nommé Afonso Dia a commencé à fréquenter l'auto-école où Filomena travaillait. Issu d'un milieu modeste, Afonso était là pour obtenir son permis de conduire. Personne n'aurait pu prévoir que cette simple présence deviendrait l'élément central de l'une des plus grandes tragédies familiales du Portugal. Initialement, la connexion semblait naturelle. Filomena, émue par la situation financière difficile du jeune homme, a commencé à l'aider avec des vêtements et des articles essentiels. Pour montrer sa gratitude, Afonso a commencé à effectuer de petites tâches à l'auto-école pour gagner de l'argent supplémentaire. Progressivement, il est devenu une présence régulière non seulement dans l'établissement, mais aussi dans la vie de la famille Teixeira Mendonça. La différence d'âge entre Afonso et Rui, 10 ans, était justifiée par beaucoup en raison du comportement du plus âgé, considéré comme immature. Il a le même âge mental que les enfants, disaient les gens. Cet argument, combiné à l'apparente gentillesse d'Afonso, lui a permis de gagner constamment la confiance de la famille, en particulier de Filomena. Le niveau de confiance est arrivé à un tel point qu'Afonso a reçu la permission d'être seul avec les enfants fréquemment. C'était lui qui emmenait Rui Pedro et Karina à l'école. L'amitié entre lui et Rui Pedro semblait spéciale aux yeux de nombreuses personnes. Ils étaient comme des frères, selon Afonso lui-même, qui affirmait maintenir une relation fraternelle. Cependant, tous ne voyaient pas cette proximité favorablement. Manuel, le père de Rui, et José, le grand-père maternel, exprimaient fréquemment leur malaise face à la situation. Pour eux, il n'était pas naturel qu'un homme adulte passe autant de temps avec un enfant. Le fait qu'Afonso fume en présence du garçon ne faisait qu'augmenter leur inquiétude. Les avertissements du père et du grand-père n'ont pas été ignorés. Filomena, respectant les préoccupations de son mari, a commencé à imposer des limites autant qu'Afonso passait avec les enfants. Cette décision, apparemment prudente, pourrait avoir été le déclencheur d'événements encore plus troublants. Dans les semaines qui ont précédé la disparition, des témoins ont rapporté des changements subtils dans le comportement d'Afonso. Il a commencé à montrer une obsession croissante pour Rui Pedro, demandant fréquemment de ses nouvelles et de ses activités. Karina elle-même, la sœur de Rui, a révélé plus tard qu'Afonso avait commencé à prendre des photos d'elle et de son frère, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Ce qui semblait initialement être une amitié improbable mais innocente a commencé à montrer des signes inquiétants. Des rencontres secrètes entre Afonso et Rui, même après les restrictions imposées par la famille, ont été rapportées par des voisins. L'obsession d'Afonso pour le garçon devenait de plus en plus évidente,
bien qu'à l'époque ces signes n'aient pas été interprétés comme le prélude de la tragédie qui allait se dérouler. Plus tard, au cours des enquêtes, on a découvert qu'Afonso avait invité à la fois Rui et son cousin Joël André à une rencontre troublante, connaître des travailleuses du sexe. Cette invitation, faite à des enfants d'âge sans grave peine 11 ans, ne serait que la pointe de l'iceberg d'une histoire beaucoup plus sombre. La proximité entre Afonso et la famille Teixeira Mendonça, construite au cours de 3 années, a créé un faux sentiment de sécurité qui, en fin de compte, s'avérerait fatal. L'amitié controversée entre un homme de 21 ans et un garçon de 11 ans atteindrait son apogée tragique le 4 mars 1998. Ce qui a commencé comme un mercredi ordinaire à Lousada, au Portugal, se transformerait en jour zéro de l'une des affaires les plus troublantes de l'histoire criminelle portugaise. Vers 14 h, après le déjeuner, Rui Pedro a fait sa dernière visite documentée au bureau de sa mère à l'auto-école. L'objectif était simple, demander la permission de faire un tour en voiture avec Afonso Dia, le même ami qui, dans les semaines précédentes, avait montré une obsession croissante pour le garçon. Filomena, suivant à la fois son intuition maternelle et les préoccupations précédemment exprimées par son mari et son père, a refusé la demande. Comme alternative, elle a suggéré que son fils joue dans le champ derrière le bureau, une zone qui, bien qu'entourée de routes principales, était considérée comme sûre et communément utilisée par les enfants locaux. La séquence d'événements qui a suivi reste soumise à un examen judiciaire intense. 3 garçons qui jouaient au football dans le champ ont fourni un témoignage crucial. Vers 15 h, une Fiat Uno noire est entrée sur le chemin de terre. Le conducteur était sans équivoque Afonso Dia. Rui Pedro, après une brève conversation, est monté dans le véhicule, laissant sa bicyclette derrière lui. Ce témoignage a été ultérieurement corroboré par un pompier local, qui a également identifié positivement Afonso comme le conducteur. La Fiat Uno en question appartenait au frère d'Afonso. Selon des registres ultérieurs, Afonso avait demandé à emprunter le véhicule sous prétexte de l'emmener à une inspection annuelle gouvernementale, un engagement qui ne s'est jamais matérialisé. Ce détail deviendrait un élément suspect de plus dans une trame de plus en plus complexe. À 18 h, le téléphone a sonné dans le bureau de Filomena. Le professeur particulier de Rui appelait pour l'informer que le garçon ne s'était pas présenté à son cours de 17 h, une absence sans précédent, surtout considérant que ces cours étaient essentiels pour l'aider avec sa condition d'épilepsie. Cet appel a déclenché le début d'une recherche qui s'étendrait sur des décennies. La mobilisation a été immédiate, voisins, membres de la famille et amis se sont répandus dans tout le village à la recherche de n'importe quel signe du garçon. C'est pendant ces recherches initiales qu'une découverte troublante a émergé. La bicyclette de Rui était stratégiquement positionnée parmi des buissons hauts, dans un arrangement qui suggérait une tentative délibérée de dissimulation. Un voisin a rapporté avoir remarqué la bicyclette à cet endroit vers 15 h, un horaire qui coïncide parfaitement avec les récits de Rui vu entrant dans la voiture d'Afonso. Lorsqu'il a été interrogé par la police, Afonso a présenté une version qui contredisait directement de multiples témoignages. Selon lui, il avait vu Rui pendant seulement 5 minutes, entre 13 h 50 et 13 h 55, avant de conduire seul jusqu'à la ville voisine de Passo de Ferreira. Il a prétendu avoir garé devant une pharmacie, être resté dans le véhicule pendant une période indéterminée, puis avoir marché dans la ville en regardant les vitrines des magasins. Plus tard, il se serait prétendument dirigé vers Freemad, où sa petite amie vivait, arrivant à 18 h 45. Ce n'est qu'à ce moment, selon son récit, que sa sœur l'a informé de la disparition de Rui. Un détail particulièrement troublant est apparu lors de l'interrogatoire initial. Lorsqu'il a été confronté par le grand-père de Rui, José, qui a offert une somme considérable d'argent pour des informations sur le sort de son petit-fils, Afonso a commencé à pleurer et a fait une déclaration énigmatique. Il a dit que, s'il voulait trouver Rui, il devrait fermer les frontières. Cette suggestion que le garçon pourrait être transporté hors du pays acquérait une signification encore plus sinistre dans les années suivantes. Le comportement d'Afonso pendant les premières heures de l'enquête a attiré l'attention des enquêteurs. Il a fait preuve d'un calme inhabituel en niant son implication, mais est devenu visiblement perturbé lorsqu'il a été confronté à des témoignages spécifiques. Particulièrement révélatrice a été sa réaction au témoignage du cousin de Rui, Joël André, qui a révélé que la veille de la disparition, Afonso les avait invités, lui et Rui, à rencontrer des prostituées, une révélation qui a provoqué une réaction agressive d'Afonso, qui a tenté d'intimider Joël André pour qu'il reste silencieux. Le 4 mars 1998 s'est terminé sans réponse, seulement avec l'écho terrifiant d'une mère qui avait perdu son fils. La nuit est tombée sur Lousada, mais pour la famille Teixeira Mendonça, une obscurité commençait qui durerait des décennies.
Le prochain aperçu confirmé de Rui Pedro n'aurait lieu que des années plus tard, dans des circonstances terribles, sur des forums obscurs du web profond, révélant un destin encore plus sombre que quiconque aurait pu imaginer ce mercredi fatidique. La négligence avec laquelle les autorités portugaises ont mené l'affaire Rui Pedro deviendrait l'un des aspects les plus révoltants de cette tragédie. Même avec de multiples témoignages pointant vers un enlèvement, la police a insisté pour traiter l'affaire comme une simple disparition, comme si le garçon s'était simplement perdu et reviendrait bientôt. La Garde nationale républicaine, GNR, en recevant la plainte, a démontré un manque d'urgence préoccupant. Ils n'ont pas isolé la zone où la bicyclette a été trouvée, n'ont pas recueilli d'empreintes digitales du véhicule suspect et n'ont même pas tracé l'appel mystérieux reçu par Philomena, où un enfant avec une voix identique à celle de Rui criait désespérément pour sa mère. L'un des épisodes les plus choquants de l'enquête s'est produit lorsque Philomena a été harcelée par l'un des inspecteurs de la police judiciaire lors des enquêtes initiales. La famille ne découvrirait que des années plus tard que le Portugal possédait des unités médico-légales spécialisées, des ressources qui n'ont jamais été mobilisées pour l'affaire. Même lorsque des preuves ont émergé que Rui pourrait être emmené hors du pays, les autorités n'ont pas activé le contrôle des frontières. La police a également refusé de réaliser une progression d'âge sur les photos de Rui jusqu'en 2007, ne maintenant en circulation que des images de lui à 11 ans, une décision qui a rendu très difficile d'éventuelles identifications. Lorsqu'une source a signalé un garçon dans un restaurant qui aurait dit « J'ai aussi été enlevé, je suis de Faf et personne ne me cherche », les autorités n'ont même pas enquêté sur cet indice. À un autre moment crucial, un appel anonyme a mentionné avoir vu Rui dans un hôtel en Espagne, un autre indice ignoré sans aucune vérification. Un rapport interne découvert seulement des années plus tard a révélé que plusieurs officiers avaient refusé d'enregistrer des plaintes qui arrivaient après les heures de bureau, priorisant des questions administratives sur la vie d'un enfant disparu. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, de nouveaux témoignages cruciaux ont commencé à émerger, peignant un tableau encore plus troublant de l'affaire. Le témoignage le plus impactant est venu d'Alcina Dia, une travailleuse du sexe qui travaillait sur la route nationale 106, près de Lousada. Alcina a révélé que cet après-midi fatidique, un homme dans une voiture noire s'est arrêté à côté d'elle, offrant 1000 escudos pour qu'elle ait des relations avec un garçon. L'enfant, qu'elle a plus tard identifié comme étant Rui Pedro à travers des photos de journal, était visiblement perturbé et pleurait. Montrant de la compassion, Alcina a emmené le garçon dans un endroit plus privé, où ils ont discuté pendant environ 15 minutes. Pendant ce temps, elle ne l'a pas touché de manière inappropriée, essayant seulement de le calmer. Le garçon a révélé que l'homme était son oncle et qu'il était forcé à visiter des travailleuses du sexe contre sa volonté. À un point crucial pendant le procès en 2011, Alcina, qui n'avait jamais vu Afonso personnellement auparavant, l'a immédiatement identifié au tribunal comme étant l'homme qui était avec Rui ce jour-là. L'identification était encore plus frappante parce qu'elle n'avait fait aucun effort préalable pour voir Afonso, bien qu'elle ait parlé aux autorités à 3 occasions différentes. L'enquête a également révélé que, dans les semaines précédant la disparition, il y avait eu plusieurs tentatives d'Afonso pour attirer d'autres enfants. Plusieurs mineurs de la région ont rapporté des invitations similaires, impliquant toujours des promenades en voiture et des promesses suspectes. En septembre 1998, 6 mois après la disparition de Rui Pedro, une opération internationale de lutte contre la cybercriminalité a découvert l'un des plus grands et des plus troublants réseaux d'exploitation infantile jamais enregistrés, le Wonderland Club. Cette découverte ajouterait une dimension encore plus sombre à l'affaire déjà tragique du garçon portugais. Le Wonderland Club opérait à une époque où Internet en était encore à ses débuts, bien avant l'émergence du dark web tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'était une organisation méticuleusement structurée, avec un système d'accès extrêmement restreint. Pour devenir membre, le candidat devait être recommandé par quelqu'un qui appartenait déjà au groupe et contribuer avec un minimum de 10 000 fichiers au moment de son entrée, une exigence qui mettait en évidence la nature systématique et organisée de ce réseau criminel. L'ampleur de l'opération a choqué même les enquêteurs expérimentés. Pendant les saisies, des centaines de milliers de médias contenant des images et des vidéos de plus de 1200 enfants exploités ont été confisqués. C'était, jusqu'alors, le plus grand schéma organisé de pédophilie jamais enregistré dans l'histoire humaine. Parmi le matériel confisqué, les enquêteurs ont trouvé des preuves qui reliaient directement l'affaire de Rui Pedro à ce réseau international. Non seulement des photographies ont été découvertes, mais aussi une vidéo explicite impliquant le garçon portugais. Pour confirmer son identité, un programme spécialisé de cartographie faciale a été utilisé, comparant les images avec des photographies de Rui avant sa disparition. L'un des aspects les plus dévastateurs de cette découverte a été le processus d'identification que la famille Teixeira Mendonça a dû subir.
Ils ont dû se soumettre à la douloureuse procédure d'examiner le matériel pour confirmer si cet enfant était réellement Rui. Pour Philomena, ce fut un moment agonisant de confirmation, son fils était vivant lorsque ces images ont été prises, mais dans des circonstances terribles. Parmi les détenus de l'opération se trouvait Joan Searce, un homme de 29 ans. Dans son ordinateur, des images d'un garçon identifié comme Billy ont été trouvées, qui serait plus tard reconnu comme étant Rui Pedro. En 2001, après la compilation d'une base de données avec des visages de victimes, les autorités internationales ont définitivement établi la connexion entre Billy et Rui Pedro. La découverte du Wonderland Club a révélé l'existence d'un réseau criminel qui s'étendait sur plus de 12 pays. Les membres ne partageaient pas seulement du matériel illégal, mais s'organisaient également pour produire de nouveaux contenus, suggérant une opération internationale sophistiquée de trafic d'enfants. L'affaire a gagné encore plus de complexité lorsque Ian Baldock, complice de Searce, a été interrogé par Interpol. Les deux ont nié toute connaissance sur l'origine des images de Rui Pedro et, en raison de la qualité des photographies à l'époque, il a été impossible de déterminer précisément quand ou où elles ont été produites. La connexion avec le Wonderland Club a transformé la disparition de Rui Pedro d'une affaire locale au Portugal en un crime de dimension internationale. Cette découverte a également mis en lumière un aspect troublant de l'affaire. La déclaration initiale d'Afonso Dia sur la fermeture des frontières prenait maintenant une signification beaucoup plus sinistre. Aujourd'hui, Rui Pedro reste sur la liste des rares enfants positivement identifiés parmi les victimes du Wonderland Club. La découverte de cette connexion, bien que fournissant des preuves cruciales sur son destin après la disparition, a également mis en lumière la terrible réalité que le garçon avait été inséré dans un réseau international d'exploitation infantile, une révélation qui, bien que douloureuse, confirme que Rui était vivant des mois après sa disparition à Lousada. En 2011, 13 ans après la disparition de Rui Pedro, l'affaire arriverait finalement devant les tribunaux. Une nouvelle équipe d'enquête à Porto, en réexaminant les déclarations initiales, a trouvé suffisamment de preuves pour que le département central d'investigation et d'action pénale du Portugal inculpe Afonso Dia pour enlèvement aggravé, un crime caractérisé lorsque l'enlèvement dure plus de 24 heures, implique un mineur de 18 ans ou est commis par un groupe. Le procès, tenu au tribunal de district de Lousada, a inclus plus de 50 témoins. L'une des situations les plus marquantes a été la tentative d'Afonso d'éviter sa présence au tribunal. Il a présenté une justification inhabituelle, il a allégué qu'il ne pouvait pas manquer autant de temps à son travail de camionneur. Lorsque cette stratégie a échoué, il a demandé des tests psychologiques, alléguant avoir des difficultés cognitives qui l'empêchaient de se situer dans le temps et l'espace. Les deux demandes ont été refusées. Pendant le procès, la défense a présenté une nouvelle et surprenante ligne d'argumentation. Selon eux, Afonso était utilisé comme bouc émissaire en raison de tensions familiales préexistantes, spécifiquement une supposée jalousie que Manuel, le père de Rui, aurait eu de la relation d'Afonso avec sa femme et son fils. Cette théorie a été véhémentement réfutée par Manuel dans son témoignage. Un moment crucial du procès a été la reconstitution des événements. Juges, témoins et membres de la famille ont visité des lieux clés à Lousada. Philomena et Karina, cependant, ont choisi de rester dans la voiture pendant la reconstitution, incapables de revivre ce jour traumatisant une fois de plus. Le premier verdict, en février 2012, a choqué le Portugal. Afonso a été acquitté de toutes les accusations. Le jury a décidé de rejeter les témoignages des témoins à charge, y compris celui d'Alcina Dia, privilégiant l'argument de la défense selon lequel la dernière personne à voir Rui Pedro avait été sa propre mère. La décision a provoqué des protestations spontanées devant le tribunal. La famille a fait appel, arguant que le tribunal avait considéré des preuves qui auraient dû être exclues, comme les témoignages de 3 inspecteurs qui avaient peu contribué à l'enquête originale. Ces policiers n'ont témoigné que pour jeter des doutes sur la crédibilité d'Alcina Dia, renforçant les préjugés contre les travailleuses du sexe. En 2014, après une bataille juridique intense, un nouveau procès a été tenu. La santé de Philomena, déjà fragile, s'est détériorée encore plus à mesure que le procès approchait. Elle a dû être hospitalisée et alimentée par une sonde pour rassembler des forces pour témoigner à nouveau. Le second procès a apporté un verdict différent, bien que pas entièrement satisfaisant. Afonso a été jugé coupable de tentative de corruption d'un mineur et d'être la dernière personne vue avec Rui Pedro. Cependant, il n'a pas été condamné pour enlèvement en raison du prétendu manque de preuves directes. La sentence, 3 ans et 6 mois de prison. En mars 2015, après avoir épuisé tous les recours possibles, Afonso a finalement commencé à purger sa peine à la prison de Paços de Ferreira. Cependant, en raison de son bon comportement,
il a été libéré seulement 2 ans plus tard, en mars 2017. Avant son incarcération, Afonso a donné une interview télévisée qui a provoqué l'indignation publique. Avec une froideur troublante, il a déclaré ne regretter rien, sauf de s'être impliqué avec la famille Teixeira Mendonça. Il a même suggéré que le vrai coupable restait impuni. Lorsqu'il a été interrogé sur sa suggestion énigmatique de fermer les frontières le jour de la disparition, il a écarté le commentaire comme simple ironie. Après sa libération, Afonso est retourné à la vie normale, s'est marié et a eu un enfant. Dans des interviews ultérieures, il a continué à maintenir son innocence, alléguant avoir purgé une peine pour un crime qu'il n'avait pas commis. Lorsqu'il a été confronté à la sécurité de sa famille face à l'indignation publique, il a exprimé des préoccupations concernant d'éventuelles représailles, bien qu'il ait affirmé qu'il continuerait à croire que Rui Pedro était vivant jusqu'à ce que le contraire soit prouvé. Les questions les plus importantes restent sans réponse. Où est Rui Pedro et quel a été son véritable destin après cet après-midi de mars 1998? Pour Philomena, la mère qui n'a jamais cessé de chercher des réponses, la chambre de Rui reste intacte, une capsule temporelle préservant les derniers vestiges de son fils. Sa lutte inlassable pour la justice et pour la vérité sur le destin de Rui Pedro sert de témoignage de l'amour inconditionnel d'une mère, même face aux circonstances les plus dévastatrices. Merci d'avoir regardé ce récit détaillé sur l'affaire de Rui Pedro. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, laissez vos commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de couvertures approfondies de cas notables. Votre soutien nous aide à continuer à mettre en lumière ces histoires importantes. À la prochaine vidéo!